Merhaba de cette semaine en Turquie. Après la vague d'arrestations de 82 membres du parti HDP de la semaine dernière, 19 nouvelles arrestations ont été opérées dans la ville de Kars, essentiellement des femmes. Les opérations de police contre le parti politique HDP continuent. Dans le viseur, les élus municipaux de la ville de Kars, qui contient une large population kurde. 19 personnes sont accusées d'être membres d'une organisation terroriste. Parmi elles, la co-maire de Kars, Şevin Alaca. Avec ces arrestations, le HDP perd sa majorité municipale. La direction de lutte antiterroriste a procédé aux arrestations à l'aube. Les élus sont accusés d'avoir fourni de l'assistance aux membres du PKK de la région, une accusation dirigée de manière quasi systématique contre les membres du HDP. Ils auraient également participé à des réunions de la section féminine du PKK et fait de la propagande terroriste sur des sites web. La semaine dernière, c'était un mandat d'arrêt visant 82 personnes qui avait été lancé dans le cadre de l'affaire dite de Kobane. L'un des accusés était le co-maire de Kars, Ayhan Bilgan. Celui-ci a déclaré vouloir démissionner de son poste. Dans un tweet, il a dit « J'ai passé l'âge pour la parodie de démocratie ». Ce matin, les avocats ont été informés face à un mur de policiers de la remise en liberté sous contrôle judiciaire d'Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder et Gülfer Akkaya. Quant aux autres, la justice a décidé de les garder derrière les barreaux. Ayhan Bilgan, Alp Altınörs, Ayla Akaraka, la professeure Emine Beyza Üstün entre autres, devront attendre en prison leur jugement. La municipalité de Kars est passée sous administration du préfet de région. Elle vient s'ajouter à la liste déjà très longue. 50 municipalités sur les 63 qu'a remporté le HDP sont passées sous le contrôle direct du pouvoir suite aux destitutions des élus. Ça équivaut à plus de 4 millions de personnes privées de leur vote. L'Arménie et l'Azerbaïdjan continuent de s'affronter pour le Haut-Karabakh depuis une semaine. La Turquie est accusée par l'Arménie et la France de jeter de l'huile sur le feu. L'ancien ambassadeur à Bakou, Farukluoğlu, a commenté pour Mediascope les intérêts de la Turquie en Azerbaïdjan non réductibles à une fraternité ancestrale. Les combats entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan continuent dans le Haut-Karabakh. Cette région, qui a déclaré son indépendance en 1991, est considérée comme faisant partie du territoire azerbaïdjanais, mais a une population majoritairement arménienne. Les médias azerbaïdjanais ont déclaré avoir détruit 2 avions de guerre arméniens. Ceux-ci auraient répliqué par des tirs de mortier. Le président Ilham Aliyev a déclaré que l'unique condition pour que les combats cessent était le départ des forces armées arméniennes du Haut-Karabakh. Le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, a lui expliqué à la télévision russe que les discussions ne pouvaient pas commencer tant que les combats continuaient. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni d'urgence mardi et a condamné la présence des forces militaires en enjoignant les parties belligérantes à cesser les combats pour discuter. Le ministre de la Défense arménien a publié les photos d'un avion de type Su-25 abattu selon lui par un F-16 turc dans l'espace aérien arménien. Le pilote aurait été tué. L'Azerbaïdjan et la Turquie ont nié cette accusation. Quant à la position officielle de la Turquie, elle a le mérite d'être claire. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, a déclaré que la Turquie était de toutes ses forces du côté de l'Azerbaïdjan, en reprenant l'expression traditionnelle « un peuple, 2 États » pour qualifier les relations de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Le ministre des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu a dit « Nous sommes aux côtés de l'Azerbaïdjan sur le terrain et dans la table des négociations ». Mais ce soutien sans faille a provoqué des tensions. Dans le quartier arménien d'Istanbul, des convois de voitures pro-azéri ont circulé. Le diplomate Farukluoğlu, ancien ambassadeur de Turquie à Bakou, a expliqué les raisons de l'alliance turco-azerbaïdjanaise. Quand on considère le sujet de l'Azerbaïdjan, ce n'est pas uniquement une question de fraternité et de solidarité. La Turquie a des intérêts nationaux et des questions de sécurité qui s'opposent. L'Azerbaïdjan est un pays voisin, alors l'Arménie aussi, mais l'Azerbaïdjan, à travers le Nakhchivan, est un pays frontalier. Deuxièmement, dans le domaine énergétique, les ressources de Bakou transitent par l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, ce qui est stratégiquement important, il ne faut pas l'oublier. Et tertio, l'Azerbaïdjan est stratégiquement important dans l'accès de la Turquie au Caucase. C'est pour toutes ces raisons que la sécurité de l'Azerbaïdjan concerne la Turquie. Ce n'est donc pas uniquement une question d'un peuple, 2 États, mais aussi des intérêts en commun, des intérêts concrets. L'Arménie et la communauté internationale doivent le comprendre, et on doit l'expliquer au monde entier.
Les chiffres des cas positifs de Covid-19 continuent de faire débat. Cette fois, le ministre de la Santé a reconnu de ne pas avoir pris en compte les cas positifs, mais asymptomatiques. C'est une révélation qui a provoqué de la stupeur dans le corps médical turc. Le ministre de la Santé Fahrettin Koca a effectué une conférence de presse où il a expliqué que les chiffres quotidiens communiqués par le ministère de la Santé n'incluaient pas les personnes contaminées par la Covid-19 asymptomatiques, soit l'écrasante majorité, mais uniquement les personnes tombées malades après avoir contracté le virus. Pour le ministre, le terme cas positif et le terme patient ne signifiant pas la même chose, on ne pouvait pas considérer comme patients des personnes asymptomatiques. Selon Koca, la raison est que la saturation du système hospitalier ne se fait que lorsque les personnes ont contracté la maladie. C'est en ce sens que son ministère ne s'est concentré que sur cette catégorie, sans publier de chiffres sur les contaminations asymptomatiques. Le changement sémantique a eu lieu le 29 juillet. Dans les communiqués quotidiens, le terme cas positif a été discrètement remplacé par le terme patient, sans plus d'explication. Le député CHP d'Ankara, Murat Emir, avait 2 jours plus tôt montré un document émanant selon lui des services du ministère de la Santé, établissant pour une seule journée 29 377 personnes détectées positives au coronavirus. Ce jour-là, le ministère communiquait moins de 1500 patients. Après avoir démenti vaguement, le ministre s'est résolu à s'expliquer. Murat Emir a expliqué à Mediascope que la conférence de presse du ministre confirmait implicitement l'authenticité du document. Il l'a accusé de tordre les chiffres et d'inventer ses propres critères de classification. Pour le député, il ne peut pas exister de différence de catégorie entre les cas positifs et les patients. Soulignant que la transparence dans la gestion de la pandémie était capitale, le député a dit « Le pouvoir qui n'arrive pas à éradiquer la pandémie préfère éradiquer les chiffres ». Face aux réactions, le ministre s'est fendu d'un tweet où il dit « Sachons que, dans le processus de lutte contre l'épidémie, notre État protège les intérêts nationaux autant que la santé publique. » Intérêt national ou pas, la Grande-Bretagne a annoncé remettre la Turquie dans la liste des pays à éviter, en raison d'une classification non conforme à ceux pratiqués par l'OMS. Demir Murat Seyrek, l'expert des relations entre la Turquie et l'Union européenne, a commenté pour Mediascope le sommet de l'Union européenne des 27 pays membres où la crise méditerranéenne et d'éventuelles sanctions ont été discutées. Y a-t-il eu des décisions de sanctions contre la Turquie ? Alors non, il n'y a pas eu de décision de sanctions contre la Turquie, et ce sommet n'a pas non plus résolu les problèmes, il les a juste reportés à plus tard. Il y a eu des concessions accordées à Chypre pour les sanctions à la Biélorussie, et c'est après 8 heures et 3 textes que ce résultat a été atteint. En fait, il était clair avant même que le sommet ne commence qu'aucune sanction n'allait venir. Parce qu'il n'y avait que 3 pays qui défendaient des sanctions contre la Turquie. Il y avait Chypre, la Grèce et l'Autriche. Même la France ne soutenait pas de manière nette ces mesures. En fait, on a réussi à convaincre Chypre pour que la décision de sanction sur la Biélorussie sorte, en échange d'une possibilité de sanction au mois de décembre. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, la carte de la Biélorussie n'existera plus, donc Chypre aura moins d'atouts à négocier en décembre. La situation de la Biélorussie devenait une épine pour l'Union européenne. C'était une question de prestige international. Ils étaient obligés d'agir face à la situation. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'Union européenne a réussi à sauver les meubles de justesse, mais rien de plus. Tant que l'Union européenne n'aura pas une approche globale, holistique de la Turquie, et continuera de gérer au jour le jour, problème par problème, les relations, il ne me semble pas qu'elle pourra aller bien plus loin que de sauver les meubles de justesse. Elle se contentera de reporter les échéances des problèmes à plus tard. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Là, quand on regarde au début du sommet, Merkel, Charles Michel, von der Leyen ont souligné vouloir avoir des relations constructives avec la Turquie. Mais dans une situation où il n'existe aucune vision commune des relations entre l'Union européenne et la Turquie, alors que ces relations sont coincées dans quelques sujets, la question qui se pose est comment avoir de relations constructives ? On a vu hier qu'il existait aussi au sein de l'Union européenne des désaccords sur la Turquie. Et d'un autre côté, pendant qu'en Europe on parlait de relations constructives avec la Turquie, en Turquie on parlait de rétablir la peine de mort. C'est malheureusement des mondes vraiment différents parce que vous ne pouvez pas écrire des lettres aux dirigeants européens en disant qu'on veut développer des relations tout en ouvrant le débat du rétablissement de la peine de mort. Les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps. La loi controversée de régulation des réseaux sociaux adoptée en juillet est entrée en vigueur cette semaine. L'attitude que les géants du net vont adopter face à cette obligation est pour l'heure inconnue. La loi de régulation des réseaux sociaux est entrée en vigueur au début de ce mois d'octobre. Désormais,
Les entreprises comme Facebook, Twitter ou YouTube devront avoir un représentant officiel en Turquie. La loi prévoit cette obligation pour tous les réseaux ayant plus d'1 million de connexions quotidiennes. Après notification des autorités, l'entreprise aura 30 jours pour se conformer à ces dispositions. Si rien n'est fait, elle devra payer une amende de 10 millions de livres turcs. En cas de sourde oreille, 30 jours après, ça sera 30 millions de livres turcs que l'entreprise devra payer. Les autorités prévoient une réduction de bande passante allant de 50 à 90% aux entreprises récalcitrantes. Pour l'instant, Facebook, Twitter ou YouTube n'ont pas communiqué à ce sujet. La présence d'un représentant est requise pour les demandes de suppression de contenu pouvant porter atteinte aux droits des personnes. Elles devront recevoir les requêtes de suppression et en rendre compte aux autorités. Cette loi avait provoqué de vives réactions lors de son adoption. Pour l'opposition, elle servira surtout d'instrument pour le pouvoir, afin de faire effacer les publications qui la dérangent. Les réseaux sociaux étaient devenus un refuge pour le journalisme indépendant depuis le contrôle progressif du paysage médiatique de Turquie. Pour beaucoup, cette loi les menace. Un rapport du ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne esquisse un tableau d'une Turquie très loin d'une démocratie idéale. Un rapport confidentiel du ministère des Affaires étrangères allemand sur la Turquie a été publié dans les journaux. Ce rapport fait le point sur la situation des droits et libertés en Turquie. C'est Der Spiegel qui a publié le document qui mentionne une pression sérieuse exercée dans les domaines de la liberté de manifester, la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté de la presse. Le rapport souligne que les journaux imprimés ou les chaînes de télévision sont tous sur la même ligne, qu'ils sont quasiment, je cite, synchronisés et que le pluralisme a disparu. Il souligne également que les droits démocratiques constitutionnels ont disparu et n'existent plus que dans les textes. Concernant la justice, il y est dit que le système judiciaire turc est en grande partie dirigé politiquement et que les juges et procureurs qui prennent des décisions qui ne plaisent pas au pouvoir sont punis individuellement. Pour d'autres magistrats, cette situation peut également être une opportunité d'avoir une bonne carrière en échange de jugements complaisants. L'année dernière, 10 800 citoyens de Turquie auraient déposé des demandes d'asile, la moitié acceptées. Quant à la politique migratoire menée par la Turquie, le rapport note qu'il est positif au regard des comparaisons internationales, soulignant que le pays héberge l'une des plus grandes populations de migrants, tout en ajoutant qu'une grande partie travaille au noir. Servet Turgut, le paysan kurde à l'est de la Turquie, de la ville de Van, est mort des suites de ses blessures. L'autre malheureux protagoniste, Osman Shiban, a été aussi blessé dans l'affaire. Il avait affirmé de son lit d'hôpital avoir été jeté d'un hélicoptère militaire. Les autorités ont interdit la publication d'informations concernant cette affaire. Servet Turgut, l'une des 2 personnes grièvement blessées à Van le 11 septembre après avoir été arrêté par les forces de l'ordre, est mort à l'hôpital de suite de ses blessures. Sa famille et ses proches avaient accusé le pouvoir en disant qu'il avait été jeté par-dessus bord d'un hélicoptère militaire. Les autorités ayant interdit la publication d'informations concernant cet événement, pour plus de renseignements, vous pourrez consulter notre bulletin de la semaine dernière. Merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine.